Salut, je m'appelle Maude Ravenel et vous écoutez Pamplemousse sucré, le balado qui vous transporte dans l'univers créatif des artistes. Cette semaine à Pamplemousse sucré, je m'entretiens avec l'autrice, compositrice et interprète folk Claire Morrison. Elle a sorti son tout premier album Where Do You Go at Night cette année et croyez-le ou non, pour parvenir à avoir ses musiciens préférés sur cet album, bien il a été enregistré entre Montréal et Winnipeg. Tout un défi, mais surtout une belle aventure musicale. À travers ses chansons, on découvre l'univers de Claire qui est doux, introspectif et poétique. Il s'agit vraiment d'un album où elle se livre et où chaque pièce nous permet de la connaître davantage. Sur ce, bonne écoute! Une voix douce, des textes touchants. Claire Morrison, bonjour! Bonjour! En avril dernier, tu as sorti ton premier album qui s'appelle Where Do You Go at Night. Où as-tu pris ce titre? Ouais, ben en fait, le titre Where Do You Go at Night, c'est vraiment ma réalisatrice avec qui j'ai travaillé sur l'album, une artiste qui s'appelle Rihanna, qui m'a un peu guidée qui m'a un peu guidée à la découverte, en fait, du titre. Moi, je savais vraiment pas où je m'en allais en termes de comment j'allais appeler l'album. Tu sais, c'était vraiment jusqu'à la fin du processus, puis j'avais toujours pas de titre, puis tu sais, le mastering tirait à sa fin, puis il fallait que je choisisse quelque chose. Mais c'est dur de choisir un titre parce que le titre, il reste là. Il n'y a pas moyen de... Tu sais, les paroles aussi restent là, mais je veux dire, le titre de l'album, c'est ça qu'on va tout le temps renommer. Oui. Faut vraiment que tu l'aimes. Faut que tu adores ton titre. Il faut que tu adores l'album, d'abord et avant tout, mais après ça, il faut trouver comme exactement la bonne affaire. Honnêtement, choisir des titres, c'est quand même l'enfer. Puis elle m'avait dit, parce que moi, j'étais prise, là, j'étais stock, je savais pas ce que je faisais, puis elle m'a dit, tu sais, retourne dans tes textes, lis les textes de chaque chanson, puis va voir s'il y a quelque chose là-dedans. Fait qu'on a fini j'ai fini par choisir Where Do You Go at Night, qui est une ligne tirée du dernier single de l'album, I'm Alive. Puis j'ai trouvé ça parfait parce que justement, l'album est un peu, tu sais, c'est un peu une promenade nocturne déjà à la base. Tu sais, on va vraiment dans des sujets un peu plus cachés, un peu plus intimes, un peu plus sombres. Alors je trouvais que ça venait vraiment résumer un peu ce à quoi on peut s'attendre en écoutant l'album, en commençant l'album du début. L'album a été écrit quand même sur 10 ans. Est-ce que pendant ces 10 ans-là, tu as vécu bien évidemment plein de choses, mais est-ce que c'est vraiment ta vie à toi que tu racontes? Est-ce que tu te censures quand tu viens pour écrire un texte sur qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu dis pas? Oh, je pense pas que je suis une artiste qui se censure beaucoup à travers ses textes. Peut-être que je devrais. Peut-être que je devrais, mais en fait, c'est ça. C'est sûr que l'album raconte vraiment beaucoup de mes histoires. On le sent à travers les textes. Je pense que je suis vraiment en train de parler d'expériences que j'ai vécues, de relations, de voyages, de plein d'affaires. Puis, tu sais, comme tu dis, c'est un album que, tu sais, dans certains cas, pour les chansons de l'album, il y en a que j'ai commencé à écrire vraiment en arrivant à Montréal. Fait que, tu sais, on parle de autour de 2013-2014. Tu sais, jusqu'à, tu sais, qu'on était dans le processus d'enregistrer l'album, il y avait des chansons qui n'étaient pas tout à fait, tu sais, complétées, qu'on était en train de finaliser les paroles en studio. Puis ça, c'est vraiment... Je sais que ça donne des frissons à d'autres ACI, là, l'idée d'être comme rendu en studio puis de pas avoir fini ses textes. Mais moi, ça m'arrive à chaque fois que j'enregistre un disque. Parce que tu as fait des EP avant. Oui, là. exactement. J'ai fait un EP, puis tu sais, genre, j'ai fait d'autres enregistrements avec d'autres bandes, puis c'est vraiment, à chaque fois, il y a comme au moins une chanson que je suis dans la voiture en m'en allant au studio, puis ça me prend absolument un autre couplet, fait que genre, c'est là ou jamais. C'est ça qu'on appelle être productif sous pression. Absolument. Ça, c'est vraiment... ça résume très bien ma personnalité. Quand même. Puis, tu as collaboré avec Rihanna, qui est une de tes meilleures amies. Oui. Tu me dis oui, puis tu sais, je vois que ça a l'air de s'être bien passé, mais est-ce que tu as quand même eu une
peut-être une petite crainte au début à collaborer avec une personne qui est si chère pour toi parce qu'on sait que la musique, c'est émotionnel, puis des fois, ça peut bien se passer, comme Ouais. ça peut être plus houleux? Oui, tout à fait. Ce qui était vraiment cool avec Rihanna, c'est que c'est quelqu'un avec qui je travaille sur plein de différents projets depuis vraiment longtemps. Fait que, tu sais, c'est certainement une de mes meilleures amies, mais c'est aussi, tu sais, une de mes collaboratrices, tu sais, des plus proches, des plus chères. Puis, on avait, en fait, commencé à travailler ensemble. Tu sais, ça commence à remonter à loin, là, mais moi, en début de carrière, tu sais, j'avais chanté sur des shows avec elle. On avait commencé à collaborer à ce niveau-là. Puis quelques années plus tard, elle m'a demandé si je voulais être sa gérante pour son projet. Fait que là, j'ai travaillé avec elle en tant que membre de son équipe. J'ai travaillé avec elle en tant qu'accompagnatrice, tu sais, musicienne accompagnatrice sur scène avec elle lors de ses tournées en Europe, un peu à travers, tu sais, à travers le Canada. On est allé à plein d'endroits ensemble. On a fait l'Allemagne, la France, Belgique, Suisse. Fait qu'on a vraiment, tu sais, on a vraiment une relation professionnelle qui est très, très, très bien établie. Puis on se comprend très bien au niveau créatif. Alors pour moi, c'était un choix très, très naturel. Si tu devrais me parler là, de une des pièces, puis on va aller en écouter un extrait, laquelle que tu trouves le plus peut-être significatif ou qui raconte quelque chose qui a vraiment été marquant pour toi? OK. En fait, oui, moi, comme il y a une chanson sur l'album qui est vraiment un peu comme la petite weirdo, genre, qui est comme. Moi c'est un peu comme ma undercover préférée de l'album. Fait qu'on peut aller avec ça, je pense. J'essaie de penser si c'est la bonne. Ben ouais, parce que c'est une des tunes, genre, moins connues de l'album. OK. Fait que c'est. Ouais, Oui, parfait. parce que I'm Alive, elle a vraiment joué beaucoup aussi à la radio et tout, là. Oui, ça, c'est le fun. Ouais. Ça, c'est très cool. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, on va parler de The Star, je pense. Ouais, sure. OK. Fait que The Stars. Qu'est-ce qu'elle apporte, cette chanson-là, justement? Là? Qu'est-ce qu'elle vient chercher chez toi quand tu l'as écrit? C'est quoi qu'elle signifie? The Star, comme chanson, est bien particulière parce que, justement, tu sais, on vient de se dire que, mais tu sais, l'album, tu sais, raconte plein d'expériences, plein de choses que j'ai vécues. Mais The Star, c'est vraiment l'exception à cette règle-là. Parce que c'est une des premières fois, c'est pas la première fois que j'essayais d'écrire vraiment comme une histoire qui était pas de mon propre vécu. OK. Fait que c'est vraiment une fiction que je suis allée écrire à travers à travers la composition puis à travers l'écriture de cette chanson-là. Est-ce que ça a quand même été inspiré de gens que tu connais, d'émissions que tu as écoutées? Ça a parti de où? Même pas. C'était une chanson qui était partie vraiment d'un exercice d'écriture automatique. OK. Tu sais, fait que pour ceux qui savent pas c'est quoi, tu sais, c'est vraiment que généralement, tu vas mettre un timer, puis tu vas juste commencer à écrire. Puis le but, c'est pas nécessairement que tu es en train de même, tu sais, genre, les phrases ont même pas besoin d'avoir du sens, là. C'est vraiment, t'écris un peu n'importe quoi. L'important, c'est qu'il y a des mots qui sortent, puis que t'arrêtes jamais d'écrire. Puis pour moi, ça, c'est une manière de rentrer dans une toune que je trouve très, très, très efficace, puis très... c'est une manière très fructueuse pour moi d'écrire ou de commencer quelque chose. Puis j'avais fait un exercice de comme manipulation de texte par la suite qui m'avait été montré par une artiste qui s'appelle Becca Stevens. Pendant que j'étais en train d'écrire beaucoup des chansons de l'album, j'avais fait des masterclass avec elle en ligne pendant la pandémie. Elle, c'est ça, c'est une artiste folk, jazz, un peu orchestrale, est basée à New York. Puis, c'est vraiment pour moi une grande inspiration. J'adore sa musique, puis c'est vraiment une artiste que je suis depuis très, très longtemps. Fait qu'avoir la chance d'avoir ce contact-là avec elle, puis d'apprendre plein d'affaires d'elle, c'était vraiment incroyable. Puis c'est vraiment grâce à ces masterclass-là que The Star a vu le jour. Et est-ce que tu peux dire un peu c'est quoi qu'elle raconte, The Stars? The Star, c'est... ben pour moi, en tout cas, ça dépend. T'sais, après, les gens, ils l'écoutent puis ils peuvent un peu en tirer leur propre conclusion. Mais pour moi, c'est l'histoire d'un couple que il y a une personne dans le couple qui a été malade longtemps puis qui est décédée. Puis The Star raconte un peu l'expérience de l'autre personne qui reste. Fait que c'est vraiment... pour moi, cette chanson-là évoque des images qui sont, pour moi, en tout cas, tellement, tellement claires que je vois vraiment comme l'endroit où cette personne-là
habite toujours dans l'absence de cette autre personne. Puis, on dirait vraiment comme pour moi un petit chalet dans le bois. Puis la personne est vraiment isolée. Puis elle raconte un peu son deuil, puis son expérience d'avoir un peu vécu la maladie de cette autre personne seule. Mais au niveau de l'arrangement aussi, c'est une chanson qui contient plusieurs de mes affaires préférées qu'on a mis sur l'album. J'adore les harmonies sur cette chanson-là. J'adore le jeu entre la guitare acoustique et la contrebasse. Fait que pour moi, c'est vraiment une chanson... pour moi, c'est un peu... c'est pas nécessairement comme une chanson que j'aurais été à l'aise de lancer en single, mais pour moi, c'est vraiment comme une des chansons... c'est pas la chanson bijou pour moi de l'album. Bon, on en écoute un extrait. My cold cheek pressed up to the radiator. Don't think I want to move anymore. Winter mornings welcomed watching birds on the feeder. It's the weakest link I'm looking for. You are the star shining bright like a tin can. Cut out with shapes lit up inside. Oh, to be rich in memories of you, keep this gold to myself. I've been a fire breather, baby, it's true. Later I'm still writing in rhymes. I'm so scared I'll forget. Please pull me through. Tes textes sont poétiques. Merci. Non, mais poétique et j'ai envie de dire rempli un peu de métaphores également, ce qui n'est pas nécessairement quelque chose que plusieurs artistes vont faire. Est-ce que tu t'en fais un devoir? Pour moi, les textes sont très, très, très importants. Tu sais, dans mon processus créatif, dans la musique que j'aime écouter aussi, tu sais, genre, j'ai fait référence à Becca Stevens tantôt, mais ça, tu sais, elle aussi, c'est une artiste qui a vraiment des textes qui sont détaillés, qui viennent vraiment évoquer des émotions, qui sont très, très imagées aussi. Fait que je pense que, tu sais, j'écris le type de musique que j'ai écouté en grandissant puis que j'aime écouter. Puis c'est ça. C'est vrai que pour moi, si le texte tient pas, c'est parce que la chanson est pas prête. OK. Mais après, je pense que ça, c'est quelque chose qui est plus typique, justement, du style de musique que je fais aussi. Tu sais, que dans le folk, il y a vraiment comme une longue tradition de faire de la musique qui est un peu comme de la poésie en musique. Puis je pense que, j'espère en tout cas que je suis en train de continuer cette tradition à ma manière. Justement, tu fais du folk. Qu'est-ce qui t'a amené vers ce style-là? Est-ce que t'en écoutais même adolescente? Parce que l'adolescence, c'est quand même pas encore si loin. Hein? On peut pas... Non. À mi-chemin, si on peut dire. on peut dire. Ça fait pas si longtemps que ça que t'es adolescente. Est-ce que c'est quelque chose que t'écoutes adolescente? Est-ce qu'à la maison, tes parents écoutaient du folk parce que tu viens du Manitoba? Bon, même enfant, tu sais, pour moi, comme faire de la musique folk, c'était vraiment... tellement naturel que je m'en suis même pas posé la question. Là. C'est vrai que oui, j'ai grandi dans un milieu où la musique folk, on pourrait dire, prend vraiment beaucoup plus de place comparé au Québec, par exemple, ou comparé à d'autres endroits au Canada. Mais je pense qu'il y a vraiment comme ce rapport entre les prairies canadiennes et la musique folk qui est fort. Fait que moi, en grandissant, oui, c'est sûr que mes parents écoutaient énormément de musique folk des années 60, 70. Fait que j'ai certainement grandi avec tout ça. Puis j'ai grandi dans une maison où il y avait tout le temps de la musique. Okay. Tout le temps. Est-ce que tu fais encore ça aujourd'hui ou tu as besoin de silence? Ben, c'est drôle que tu me poses la question parce que moi, comparé, mettons, tu sais, mon père, du matin au soir, il écoute de la musique. Genre, du moment où il se lève. Le cadran sonne, c'est la radio et ça n'arrête jamais. 100%. Puis moi, je suis devenue une adulte
qui a beaucoup plus besoin de silence que mes parents. Parce que ma mère était pareille, là, elle mettait de la musique tout le temps aussi. Fait que, tu sais, genre, ils étaient les deux très, très bien agencés de cette manière-là. Mais moi, tu sais, après mon déménagement à Montréal, puis tu sais, genre, quand j'ai commencé à avoir mes premiers apparts, je me suis rendu compte vraiment que je passe beaucoup de temps chez moi dans le silence parce que j'en ai besoin. Je te comprends entièrement. Je te comprends, moi aussi. Il y a pas tant de musique qui joue chez moi ou des podcasts. En fait, j'aime ça en mettre quand je dois faire une tâche qui me tente pas. Ah oui, je comprends. Moi aussi. C'est tu sais, genre de faire le lave-vaisselle en écoutant un podcast ou de Oui. la musique ou des choses comme ça. Puis j'apprécie full en écouter. Tu sais, je fais un balado sur des artistes, visiblement, j'aime ça. Mais c'est tellement... On dirait qu'avoir le vide, tu sais, des fois, on dit qu'il faut s'ennuyer dans la vie pour être créatif, mais je pense que quand il y a ce vide-là, ça nous permet aussi de réfléchir et de faire de la place dans notre tête à autre chose. Bien, surtout de nos jours, là, que j'ai l'impression qu'il y a tellement de concurrence tout le temps pour notre attention, puis on est saturé. Je sais pas si c'est comme ça que toi, tu te sens dans le jour de... Il n'y a rien qui me fait plus de bien que de partir quelque part ou que je ne peux pas avoir mon cellulaire. Ou être avec des gens qui sont pas sur leur cellulaire. Puis comme ça, tu sais, je le laisse dans l'auto pour la fin de semaine. Puis c'est fini. Ouais. Ah oui, c'est essentiel, ça fait tellement de bien au cerveau. Puis mais c'est ultra dur à faire. Oui. Ouais. On pourrait faire un podcast complet Ah oui, sur juste mon là-dessus. addiction Là, au oui, certainement. cellulaire. Oui. Donc, est-ce que tu parlais français quand tu étais jeune? Oui. Parce que j'imagine que tu ne l'as pas appris à ton déménagement à Montréal. Là. Non. Parce que tu le parles très, très bien. Fait que je suis comme... Mais il y en a qui sont très bons avec les langues aussi. Ça aurait pu. Oui, ça aurait pu. Il y a des gens... C'est ça. En effet, il y a des gens qui arrivent ici puis qui apprennent le français puis que ça se passe full bien. Mais en fait, moi, j'ai grandi dans un milieu vraiment très, très bilingue. Tu sais, on parlait français et anglais à la maison. Mes deux parents étaient traducteurs pour le gouvernement fédéral. C'était ça leur travail. Fait que... puis moi, j'ai grandi, en fait, on a grandi à Winnipeg, mais on a grandi dans un quartier francophone. Fait que j'allais à l'école en français. C'était vraiment... Maintenant, c'est un peu différent, mais à l'époque, quand tu allais dans les commerces, justement, autour de chez nous, c'était le français d'abord. C'était vraiment... tu pouvais aller te faire servir en français pas mal n'importe où autour de chez nous. Puis, c'est ça. Après ça, je pense que j'ai vécu une expérience qui est très commune là-bas, c'est-à-dire que, après l'école primaire, je vais aller... Je change d'école, je vais à l'école secondaire en anglais. Là, je commence à passer vraiment, vraiment beaucoup plus de mon quotidien complètement en anglais. Puis c'est sûr qu'à ce moment-là, tu perds un peu ton français, tu es de moins en moins à l'aise. Fait que, en début de vie adulte, mettons autour de mes 18-19 ans, j'ai commencé à vraiment comme retisser des liens avec la communauté francophone, avec un projet que j'avais à l'époque qui s'appelait Fire and Smoke. Puis c'est avec ce projet-là, justement, que je suis venue faire le Festival de la chanson de Granby en 2012. C'est grâce à ce festival-là que j'ai déménagé. Parce que là, dans le contexte de ce festival-là, j'ai rencontré plein de gens qui sont devenus de mes meilleurs amis, des personnes justement qu'on entend sur l'album que j'ai sorti cette année. Fait que ça m'a permis vraiment de faire des connexions super importantes pour moi, pour ma vie puis pour ma carrière. Puis ça m'a permis de voir justement que j'avais une vie qui m'attendait ici si j'avais le goût d'explorer ça. Fait que je suis venue m'installer ici en juin 2013. On parle des collaborations sur ton album? Oui. Parce qu'il y a plusieurs artistes. Parce que, tu sais, moi, je connaissais beaucoup Claire Morrison, guitare-voix. Tu sais, tes singles, c'était beaucoup ça. Mais là, tu as été mettre plein d'autres instruments, donc plein d'autres musiciens. Oui. Comment ça s'est passé, collaborer? Puis est-ce que tu peux nous en parler aussi de chacun d'eux, un peu tes liens avec eux? Parce que c'est comme un album d'amis. Ah oui, certainement. Oui, ça a été vraiment un processus riche pour moi, riche musicalement, mais riche interpersonnellement aussi, là, on s'entend. Puis ce qui est vraiment particulier avec l'album qu'on a fait, c'est que, moi, j'étais ici à Montréal, puis on l'a fait, l'album a été enregistré en pandémie, hein, fait que, on se rappelle avec les contraintes de pandémie. Voilà. Puis, moi, mettons, on a enregistré entre octobre 2021 puis décembre 2022. Puis ça, on l'a vraiment fait par phase, parce que comme moi, j'étais à Montréal, Marielle était à Winnipeg, il fallait quand même qu'on trouve des moments pour qu'on puisse se voir en personne, qu'on puisse travailler en studio. Fait que c'était une question
de voir, OK, genre, quelle chanson est-ce qu'on fait à Winnipeg, puis dans quel studio, puis avec quel musicien. Puis c'est quoi qu'on va faire ici à Montréal. Fait qu'on a fini par avoir vraiment 2 équipes. Mais oui, puis c'est toute une organisation. On s'entend à Winnipeg, là, it's not next door. Hein? Faut que Non, tu c'est traverses ça. en tout cas, en avion, c'est 3 heures. 3 heures, C'est mais 3 en heures. voiture, c'est toute une autre Ah histoire. oui, c'est 5 jours. Ça, c'est pas du tout la même affaire. Fait que c'est ça. Fait que là, on avait fait une bonne partie du travail à Winnipeg au studio No Fun Club, qui est comme un de mes studios préférés au Canada. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Le studio, il y a tellement d'affaires spéciales avec ce studio-là, mais ça sonne vraiment, vraiment bien. ça aide, mais c'est un studio qui a vraiment... tu sais, qu'on est très, très chanceux d'avoir à Winnipeg parce que c'est un studio que si ça existait à Toronto, mettons, ça coûterait le double du prix. Ah, OK, ouais. Tu comprends? Puis nous, on a accès à ce studio-là qui est vraiment, tu sais, classe mondiale, qui est magnifique en plus visuellement. Tu vas voir, là, il y a comme, il y a des photos justement sur Instagram de comme nous qui travaillons en studio, mais c'est vraiment un studio où les propriétaires ils ont compris que comme quand tu viens en studio, l'ambiance aide le processus, tu sais, le processus créatif puis le processus d'enregistrement, ça a un impact. Tu sais, No Fun Club, t'arrives puis t'es comme, c'est magnifique. Je me sens vraiment comme dans un cocon. Je me sens dans une Ouais. petite bulle qui est comme à part. Tu sais, ça te permet vraiment de, comme tu fermes la porte du studio puis t'es comme, OK, genre, je me concentre juste sur mon projet. Je me concentre juste sur ce que je viens faire aujourd'hui. Puis moi, à chaque fois que je vais là, je me sens vraiment chanceuse d'y OK. être. Fait que c'est l'ambiance. Ils ont investi en cocooning. Oui, en cocooning, puis aussi juste tu sais, en matériel, là, Oui. en gear. C'est vraiment c'est incroyable. Puis, tu sais, les ingé sons là-bas aussi sont vraiment nice. Puis c'est juste, c'est ça, c'est vraiment une place merveilleuse pour travailler. Fait qu'on a travaillé là. On a travaillé aussi ici à Montréal, mais genre tu sais, on a traqué des affaires à mon appart. On a traqué à un studio qui s'appelle Studio Malamute, qui est comme le studio maison de Jérémy Essiambre, que vous connaissez peut-être de son projet La Faune, entre autres. On a enregistré dans des Airbnb où on a monté des studios un peu à l'arrache parce qu'il fallait vraiment traquer des affaires parce qu'il fallait que ça finisse. Puis Mais ça doit pas être évident, par contre, pour la personne qui fait le mixage du son après, quand ça vient de plusieurs endroits différents, parce que, tu sais, c'est tellement important, la sonorité. C'est un peu comme si aujourd'hui, on n'était pas dans la même pièce. Exact. Après, faire que les sons fit... 100%. C'est une magicienne. 100%. Fait qu'on a vraiment... tu sais, on a dû... tu sais, juste au niveau de l'organisation des fichiers, là, ça représente... J'ai comme mal à la tête juste quand on parle. Extraordinaire. Oh oui, fait que c'est surtout Rihanna qui s'en est occupée, puis j'en suis éternellement reconnaissante, là, mais parce qu'on a vraiment enregistré, tu sais, mettons, on pourrait dire Studio No Fun Club, Studio Malamute, on a enregistré chez Frédéric Levac, qui a mixé l'album aussi. Lui, il a un studio chez eux en Ontario, fait qu'on est allé là-bas. On a enregistré dans au moins 3 apparts différents. Puis il fallait genre remettre le tout ensemble puis faire de ça un album. Fait que ce qu'on peut dire par contre, c'est 1 point pour la détermination. Peut-être même 2, 3. Oui. Ouais, je prendrais les 3 points, je pense. Ouais, c'est assez incroyable. Fait que là, on a beaucoup parlé des réalisateurs, des gens qui ont été là, des gens qui ont été présents aussi pour juste monter le matériel et tout et tout. Mais c'est qui les musiciens qui ont joué sur l'album? Oui, alors sur l'album, on a vraiment une méga équipe, là. On peut entendre sur l'album, entre autres, Marika Galea, qui est une contrebassiste basée... en fait, maintenant, elle est basée au Manitoba, mais je l'ai rencontrée quand elle habitait à Montréal. On entend Félix Leblanc sur certaines chansons au piano. On entend aussi Judith Letour-Daudelin, qui est une chanteuse, choriste, instrumentiste ici à Montréal. Puis, en plus d'être une magnifique membre de mon band, c'est aussi ma meilleure amie. Fait que ça, c'était vraiment cool de pouvoir faire ce processus-là. Bien entouré, hein? Ah oui, ça, 100%.
Rihanna, elle joue énormément d'affaires sur l'album. Fait que c'est vraiment elle qui s'est occupée de... Tu sais, on l'entend faire des chœurs, mais elle s'occupe aussi de comme quasiment toutes les synthés. C'est ça, beaucoup de l'habillage sonore de l'album, tu sais, qui fait vraiment que l'univers de l'album est complet. On entend aussi Julian Bradford de Winnipeg, contrebassiste et bassiste électrique. On était nombreux sur l'album, là, fait que je sais que j'oublie des noms, là, mais ça a été je me sens vraiment choyée, en fait, d'avoir eu accès à toutes ces personnes-là pour faire l'album. Une autre pièce de l'album qu'on va aller écouter, un petit extrait, ça s'appelle Falling In. I knew the silly game that I was playing when I saw the softest sunrise o'er the face. I knew it all I'd earned when the tender light reminded me of the way you took my hands and you told me we're gonna burn, though make the sweetest flame. Yeah, we're gonna burn, though make the sweetest flame. Yeah, we're gonna burn. Donc, cette pièce que c'est toi qui l'as écrite. D'ailleurs, tu as écrit tous les textes de l'album. Cette pièce-là, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Qu'est-ce que tu as voulu raconter de ta vie? Parce que là, on sait que Star était une fiction, mais que les autres sont liés à toi. Oui, tout à fait. Ben, Falling In, c'est une chanson qui a été particulièrement le fun à faire pour l'album parce que c'est une chanson de mon passé que je me suis permise de reprendre. Alors, si, tu sais, pour celles-là qui connaissent mon EP de 2013, Here's to You, Here's to Me, c'est une chanson, en fait, c'était la première piste sur ce EP-là, que j'avais faite en version très, très, très différente à l'époque. Et quand on s'apprêtait à enregistrer l'album, j'avais vraiment regardé cette tune-là en me disant, tu sais, genre, 10 ans, quasiment 10 ans plus tard, j'aimerais ça avoir l'occasion de vraiment la refaire puis de la rhabiller autrement. Alors pour moi, c'était un peu... ben, on n'a pas fait ça en blague, mais c'était vraiment comme... J'avais le goût de rendre cette chanson-là un peu moins sérieuse. Tu sais, la première version de la chanson, c'était, on l'avait fait vraiment plus en folk, un peu moody, un peu sombre, full band à l'époque, tu sais, en 2012-2013. Puis là, tu sais, avec Rihanna, j'étais comme, tu sais, j'ai le goût de faire comme une version rock de cette chanson-là. J'ai quasiment le goût que ça, tu sais, genre, il y a plein de référents un peu dad rock, justement, dans comment on a fait, tu sais, les effets qu'on a choisis, les pédales qu'on a choisis pour les guitares. On avait vraiment le goût de faire quelque chose qui avait un petit peu plus de... un petit peu moins de tristesse puis un petit peu plus de torque, mettons. OK. Alors, Falling In, tu sais, genre, à la base, c'est une chanson que j'ai écrite pour une de mes premières blondes. Genre, ça fait, tu sais, ça commence à... Back in the day! C'est ça, genre, on pourrait même dire... High school. Oui, c'est ça, voilà. Ou juste après, puis, tu sais, c'est vraiment une chanson de premier amour qui vire un peu mal. Là. Un bon drama, l'aide de lesbienne. Absolument, 100%. Vous avez pas idée c'est quoi? Ultimate Queer Love. Non. C'est une joke. Non, mais c'est vrai que comme toutes les relations, là, quand on est jeune, ça peut virer rapidement. Tu sais, les émotions, les hormones et tout, on est jeune Tout et ça, là, oui. Fait que t'avais fait cette chanson, dans le fond, pour elle, suite à... Ben pour toi, en fait, te libérer de ta rupture, j'imagine, oui. psychologiquement. Oui. Puis, tu sais, genre, mettons, c'est comme quand je regarde cette chanson-là, vraiment, comme maintenant, c'est vraiment pour moi comme comme un peu ma première chanson de bébé queer, là, genre de... Alors, elle a quand même une place privilégiée dans mon cœur. Puis, est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi que quand les gens l'écoutent, sachent que c'est une relation entre deux femmes? Oh non, pas du tout. OK. Je m'en fous. OK. Non, mais il y en a qui aiment ça, le mettre de Oui. l'avant. Tu sais, Ouais. on pense à Soraya, on pense à Calamine. Tu sais, c'est Ouais. vraiment... Ils vont le mettre de l'avant. Ouais. Toi, tu laisses ça un peu les gens qui... Ils peuvent se
peu importe leur orientation, ils peuvent vraiment se sentir. Se projeter dans l'histoire ou se projeter dans ce qui est décrit. Mais tu sais, j'en sais pas non plus, tu sais, juste pour clarifier, là, c'est pas non plus dans un but de cacher quoi que ce soit. C'est juste, moi, généralement, j'ai vraiment tendance aussi à écrire des textes où je parle beaucoup, tu sais, à la deuxième personne, là, que je suis vraiment en train de parler à quelqu'un. Et ça, nécessairement, beaucoup du temps, il va y avoir une ambiguïté au niveau du genre. Fait que c'est vraiment, je pense que c'est vraiment plus parce que généralement, quand j'écris, je suis en train de m'adresser à la personne. Alors, ça doit faire des chansons tu sais, très, très intimes, très personnelles pour certaines personnes sur la planète Terre. Mais je pense aussi que justement, ça donne de la flexibilité au niveau de n'importe quel auditeur qui écoute, de se mettre un peu à ma place ou à la place de l'autre personne. OK. Mm-hmm. Cet album-là, bien évidemment, c'est pas que guitare et voix. Est-ce que tu as réfléchi à si justement tu laissais tomber ta guitare pour cet album-là et que tu décidais d'y aller seulement en voix? Est-ce que ta guitare, ça va te rassurer? Comment ça se passe? C'est quoi ta relation avec la guitare? Pour moi, c'était important que je demeure quand même instrumentiste sur l'album. Puis justement, tu sais, entre Rihanna puis moi, on joue vraiment, vraiment beaucoup de ce qu'on entend sur l'album. Tu sais, genre, à part quelques exceptions, c'est moi qui ai fait quasiment toutes les guitares, par exemple. Puis tu sais, on entend de la guitare acoustique, électrique, on entend plein de différentes manières d'incorporer ces instruments-là. Mais j'avoue que j'aurais de la misère à m'imaginer faire un album où je faisais que chanter. OK. Je pense que il y a plus de chances à l'avenir que je rajoute encore d'autres instruments, tu sais, que je fasse un peu plus de... tu sais, parce que je joue de d'autres affaires aussi. J'ai un background en flûte traversière aussi. On avait pensé justement à en mettre sur l'album, puis finalement, juste avec comme l'univers sonore qu'on était en train de créer, ça fitait pas vraiment. Mais je pense que c'est ça. Peut-être à l'avenir, ça va être plus une question de rajouter des affaires parce que, tu sais, moi, dans un contexte live, j'ai toujours le goût d'avoir l'option de pouvoir faire mon show en solo. OK. Je pense que c'est important aussi quand tu as décidé de faire ton album avec des musiciens qui sont de partout. Oui, oui, tout à fait. Puis, tu sais, mettons, ça vaut la peine de dire que, mettons, quand tu es en début de processus d'enregistrement ou même de pré-prod, tu es en train de planifier ton album, il y a vraiment comme deux chemins que tu peux prendre. Tu peux prendre le chemin... Moi, je veux écrire, tu sais, je veux enregistrer un album qui s'approche le plus possible de l'expérience live. Puis il y a l'autre chemin qui est comme, je m'en fous un peu, j'ai vraiment le goût de faire un produit sonore qui, mettons, sans faire de compromis. Mm-hmm. Fait que nous, on a vraiment pris le plan B, là, parce que, tu sais, pour faire vraiment pour faire un show en live de ce qu'on a fait sur l'album, ça prendrait, tu sais, une équipe de 20 personnes. Puis C'est un orchestre rendu ici. oui, exactement. Fait que, tu sais, nous, on a décidé Appel à l'OSM. Oui, c'est ça, exact. Tu sais, fait qu'on a décidé, genre, c'était vraiment comme un choix conscient qu'on a fait de privilégier l'expérience d'écoute, tu sais, de la version studio. Fait que pour moi, ensuite, comme d'une certaine manière, me réapproprier ces chansons-là pour les faire en version solo, ça représente un beau challenge que j'apprécie beaucoup. Puis ça donne une autre, tu sais, ça donne une autre expérience de cette musique-là. Puis c'est ça. Mais je fais aussi des shows en duo, des fois en trio. Ça va venir tranquillement au courant des prochains mois. Puis, tu sais, j'aimerais ça aussi avoir l'occasion de le faire en full band, mais tu sais, il faut avoir les ressources, faut avoir le budget qui suit, puis les programmateurs qui sont à l'aise, puis qui sont tu sais, en mesure de, justement, d'offrir des cachets puis des conditions qui ont du sens pour avoir, tu sais, 4-5 personnes sur scène. Fait que... Puis tu as aussi choisi de faire ton album pas associé à une maison de disques, donc c'est toi qui dois tout faire. Ça aussi, c'est un gros défi, là. Oui, en effet. Je suis comme quasiment 100% indépendante pour le moment. Puis, tu sais, oui, j'ai sorti mon album en indépendant. J'ai regardé un peu pour, tu sais, j'ai considéré la possibilité de sortir avec un label, mais j'avais pas trouvé un assez bon fit, tu sais, avant de commencer à sortir des singles pour me dire comme, OK, oui, je suis confiante, j'y vais, on fait ça comme ça. Fait que c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Puis, tu sais,
il y a certains avantages, évidemment, qui viennent avec rester indépendant. Oui. Ça, c'est sûr. T'as carte blanche. Exactement. Puis, tu sais, genre, comme je suis propriétaire de mes masters, puis moi, c'est moi qui décide. Tu sais, c'est moi qui décide ce que je fais avec ces masters-là, puis j'ai pas besoin de poser de questions ou de demander la permission à qui que ce soit. Là, ça demeure comme 100% mon produit. Puis ça, jusqu'à ce que j'entre en contact avec un organisme ou avec un label, avec un individu avec qui j'ai vraiment le goût de partager ces droits-là, ben ça va demeurer en indépendant comme projet, je pense. Ouais. Le balado, il s'appelle Pamplemousse sucré. Fait qu'il y a des questions amères et il y a Excellent. des questions sucrées. Tu as le droit à 3 questions totales. OK, parfait. À côté de toi, c'est les questions sucrées et ici, c'est les questions amères. OK. Tu y vas comme tu veux, tu es libre. Oh mon Dieu. OK. Commençons par le sucré. Ça, c'est amer. Non, c'est sucré. T'as raison, c'est sucré. OK, j'étais comme... Ben, je pense. Quel est le prochain instrument que tu aimerais apprendre à jouer? En fait, c'est une question vraiment pertinente pour moi en ce moment parce que je commence tranquillement à apprendre la mandoline. OK. C'est ça, j'ai une amie qui m'a prêté une très, très, très belle mandoline qui est maintenant chez nous. Puis moi, en fait, c'est parce que, tu sais, mettons, en folk, puis moi, tu sais, avec mon projet à moi, c'est du folk pas mal plus alternatif, tu sais, surtout avec l'album qui vient de sortir. Mais j'ai aussi joué pas mal plus dans les univers, tu sais, plus trad, old time, tu sais, vraiment plus roots, un peu country, tu sais. Fait que tous ces instruments-là, tu sais, genre banjo, mandoline, toutes ces affaires-là, c'est vraiment des sonorités qui m'interpellent. Puis j'aimerais ça éventuellement pouvoir incorporer un peu de mandoline dans mon show. Fait que je commence tranquillement pas vite à apprendre. OK. On a hâte de voir ça pour le prochain spectacle ou prochain album. Oui, peut-être à un moment donné l'année prochaine. OK, deuxième question. On va aller pour de quoi d'un peu plus amer. Ah, as-tu déjà eu envie d'abandonner la musique et qu'est-ce qui t'a retenu? Oui, j'ai déjà eu cette envie-là. Puis, je l'ai déjà faite une fois. J'ai OK. déjà abandonné la musique une fois. En fait, moi, tu sais, comme je t'avais expliqué, moi, je suis arrivée ici en 2013. Puis à cette époque-là, j'étais déjà professionnalisée en musique depuis une couple d'années. Tu sais, j'avais commencé en genre 2009-2010. J'avais une couple de projets, dont un projet avec lequel j'avais tourné un petit peu au Canada, puis un petit peu au Québec. Puis, tu sais, en arrivant ici, juste avant, j'avais sorti mon premier EP. Je l'avais tourné cet été-là. Puis après ça, je me suis rendu compte que j'étais vraiment brûlée de la musique. Trop, tu sais, c'est comme pas assez, hein, des fois. Mais c'est fou en plus, tu sais, comme je pense à ça maintenant, puis je suis comme, man, genre, déjà d'être brûlée à genre 23, 24, c'est quelque chose, là, c'est jeune, là, pour être fatiguée à ce point-là. Puis j'étais plus sûre si je voulais faire mon projet, j'étais plus sûre d'aimer ma musique, en fait. Ça, c'était vraiment un gros drapeau rouge pour moi en termes de comme, OK, il y a quelque chose qui... Ça se passe pas, là. Genre, il y a quelque chose qui va mal à l'intérieur de moi, puis... autour de genre 2014-2015, j'ai décidé, OK, ben clairement, j'ai besoin d'une pause ou j'ai besoin d'essayer quelque chose d'autre. Je sais pas exactement ça va être quoi, mais genre, je quitte le milieu de la musique puis je vais voir si je peux comme faire ma vie ailleurs un peu, tu sais, si je vais être heureuse à faire autre chose. Puis je suis retournée à l'école. Je suis retournée à McGill, genre finir mes études, en fait, parce que j'avais commencé un bac à Winnipeg que j'avais jamais fini parce que j'étais tout le temps en tournée, j'étais tout le temps partie. Fait que là, j'étais comme, OK, parfait, genre, je vais retourner à l'école. Puis j'ai fait quelque chose complètement pas rapport. J'ai fini un bac en études religieuses, en philosophie, avec, OK. une concentration mineure en langue arabe. Puis j'ai adoré tu sais, j'ai adoré ça, être à l'école. Je suis vraiment quelqu'un qui adore apprendre, qui adore étudier, qui adore faire des recherches. Fait que pour moi, c'était vraiment comme... tu sais, évidemment, là, c'était quand même un bac à McGill, là, fait que c'était tough. Tu sais, c'était challengeant. Mais c'était exactement la chose qu'il me fallait à ce moment-là pour un peu comme
réorienter ma perspective sur le monde. T'sais, c'est-à-dire que, mettons, genre, quand tu es en musique, tu peux tellement, puis je pense qu'on peut dire ça de n'importe quelle discipline artistique, là, mais tu peux devenir tellement focusé sur ce que tu fais que ta vision du monde devient très, 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 très petite, très restreinte. Tu sais, parce que tu es comme, mettons, tu es en train de faire de la musique, fait que tu es en train de comme écrire, tu es en train d'enregistrer en studio. Toutes les personnes avec qui tu te tiens sont en musique, fait que vous parlez tout le temps Tu un te peu de la rends même dans une affaire. chambre d'écho, mais Ah oui, pas sur les 100%. médias sociaux. Exactement, tu sais, puis moi, je trouve que, ben en fait, ce que j'ai vécu à cette époque-là, c'était que je me sentais pas nécessairement comme intellectuellement stimulée au niveau que ça me prenait. Ça me prenait juste autre chose. Tu sais, je pense que comme on peut vraiment se convaincre en tant qu'artiste que comme ah non, mais si je veux faire ça de ma vie puis que je veux que ça marche, il faut que je fasse ça puis juste ça. Il faut que je fasse, tu sais, genre, il faut que je mette toute mon énergie uniquement là-dedans. Puis ça, je pense vraiment que c'est dangereux, en fait. C'est dangereux pour l'inspiration. Mais j'ai envie de dire, c'est quelque chose que peu importe ton métier, tu peux aussi juste focusser sur un truc, puis à un moment donné, tu deviens comme un peu paresseux parce que tu vas pas vouloir apprendre plus, peu importe ce que tu fais. Ouais, Fait ouais. que tu vas être dans le même bateau. Là. Oui, tout à fait. Puis je pense que, tu sais, mettons, surtout en musique, surtout en chanson, on parle d'une discipline artistique qui nécessite, tu sais, genre qui compte un peu comme l'expérience humaine. Fait que si t'es pas en train d'avoir des expériences humaines, comment t'es censé faire ton art? Fait que je suis partie faire autre chose complètement. Puis après ça, j'ai eu la chance justement de revenir dans le milieu. Puis encore une fois, c'était le bon moment pour que j'y retourne. T'as le droit à une autre chanson? Une autre Une chanson. autre chanson. À une autre question. Parfait. Question numéro 3. On y va pour le sucré. Oui. On y va pour le safe. Mais je peux aller dans l'autre dans l'autre catégorie si tu veux. Y a-t-il un souvenir musical d'enfance qui continue de te guider aujourd'hui? Souvenir musical d'enfance. C'est pas exactement un souvenir d'enfance, mais c'est un souvenir de comme adolescence / jeune adulcie, mettons, si on peut aller là-dedans. C'est parce que ça me fait penser à un concert que j'ai vu comme quand j'avais comme autour de 18-19 ans. C'est pertinent à cause il y a une connexion. C'est pertinent. Je vais t'expliquer pourquoi. Mais autour de mes 18-19 ans, j'ai eu la chance de voir en spectacle une artiste de l'Islande qui s'appelle Laylo. Puis c'est un show que j'ai vu vraiment tôt dans ma carrière, quand j'étais vraiment en train de comme, me poser beaucoup de questions par rapport à comme, de quoi je voulais que mon spectacle ait l'air, comment est-ce que je voulais me présenter sur scène. Aussi, genre, comme quand t'es jeune, t'es vraiment en train de, comme, de pousser les limites, je pense, de comme ce que tu penses est possible sur scène. Puis, tu sais, genre, t'es aussi beaucoup en questionnement de tes propres limites, de tes propres capacités. Puis, j'avais vu un show, mais j'avais vu son show dans le cadre d'un festival islandais à Winnipeg, parce que pour ceux qui ne savent pas, le Manitoba, en fait, a une population quand même importante de personnes de descendance islandaise, dont je fais partie, en fait. Et du côté de mon père. Puis moi, j'étais allée voir son show. Il était en plateau triple avec, entre autres, Leif Volbeck, qu'on connaît d'ici. Puis c'était vraiment une des premières fois que je voyais, surtout une femme sur scène, seule, accompagnée juste de sa guitare, puis que ça tenait tout le monde. Tout le monde était figé, tellement c'était magnétique. Puis c'était dans une église tout en bois. Fait que, tu sais, genre, j'y pense, je ferme les yeux, puis genre, je suis capable de me remettre dans cet environnement-là, puis dans l'essence de ce que ça faisait. Tu sais, genre, elle qui était seule sur scène. Puis je me suis... Genre, même encore à ce jour, ça me donne des frissons, tu sais, penser à ça. Puis je compte cette anecdote-là parce que cette année, dans le cadre d'un festival ici à Montréal qui s'appelle FICAS, qui est un festival qui met de l'avant justement les arts et la culture des pays scandinaves, j'ai été invitée comme artiste en résidence à faire un show de sortie de résidence, mais un show de sortie de résidence, mais une résidence aussi bien sûr de création. Puis on m'a dit...
tu peux choisir n'importe quel artiste provenant des pays scandinaves pour venir travailler avec toi. Oh my God! Ce qui était déjà comme une offre insane, on va se le dire. Fait que c'est ça, c'était Christelle Durand, la directrice de FICAS, qui m'a fait cette offre-là. Puis j'ai pensé immédiatement à Lalo, à cet artiste-là que j'avais vu il y a 10 ans, il y a 10 ans, 11 ans à Winnipeg. Puis elle m'a dit, ben ouais, on va la contacter, on va voir ce que ça donne. Puis dans les 24 heures, elle a répondu à l'invitation pour dire que, ben oui, ça me tente, quand est-ce qu'on fait ça? Oh my God, c'est trop nice! Puis c'est ça, fait qu'elle est venue en mars de cette année, puis on a travaillé ensemble en co-création, en co-écriture pendant 4 jours. Puis on a donné un show de sortie de résidence ensemble au ministère en mars dernier. Fait que c'était vraiment un full circle moment. Tu comprends? C'était vraiment où j'étais comme, oh my God! Ça a vraiment bouclé la boucle. Oui, 100%. Tu sais, genre la jeune artiste de moi à 18 ans. Puis elle avait, ce qui était vraiment émouvant pour moi, ben il y avait plein d'affaires vraiment, vraiment émouvantes dans ce processus-là pour moi, mais une des affaires, tu sais, particulièrement, c'était qu'elle avait exactement cette même magie. Puis c'était vraiment, vraiment, vraiment spécial de la retrouver, puis de retrouver cette capacité à vraiment ramener le monde ensemble, puis à devenir vraiment comme... Parce que ce qui est fascinant avec Lalo, c'est que, tu sais, elle chante pas fort, elle joue pas fort. C'est pas quelqu'un qui va vraiment chercher l'attention de cette manière-là. C'est vraiment quelqu'un qui a comme un... C'est vraiment un magnétisme, en fait. Est-ce qu'elle t'a révélé ses secrets pour que tu puisses faire ça toi aussi? Ben, je pense... Je dis pas que tu le fais pas, là, mais comme ça avait l'air de vraiment t'avoir captivé quand elle le faisait. Donc, est-ce qu'elle t'a donné un peu des trucs pour pouvoir justement peut-être être plus proche de la foule? Même si j'ai l'impression que tu es déjà très proche de la foule quand tu es en concert, mais... Tu sais quoi, on s'en est même pas parlé. On était tellement focusés sur autre chose parce que, tu sais, mettons, 3-4 jours pour monter un spectacle avec quelqu'un que tu n'as jamais rencontré en personne. Tu sais, moi, je l'avais juste vu sur scène, là. Je l'avais jamais rencontré en personne. Je savais pas interpersonnellement si ça allait marcher. Puis on avait, tu sais, 3-4 jours pour monter un show au complet. Fait que, tu sais, un show de quand même, tu sais, 90 minutes. Là. Fait que c'était 3 jours surtout de comme apprendre la musique de l'autre. Voir un peu, tu sais, on a quand même, tu sais, fait des nouvelles créations aussi pour le show de sortie de résidence. Fait qu'on a écrit une nouvelle chanson ensemble. Il fallait la monter, il fallait l'arranger. Mais c'est justement une chanson qu'on espère pouvoir se voir pour enregistrer dans les prochains mois. Quelque part entre ici et quelque l'Islande. part entre Winnipeg, quelque part entre Montréal puis Reykjavik. Ouais. Ben, après Montréal-Winnipeg, pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? ça me semble très possible, connaissant tes capacités à te déplacer. Mm-hmm. Donc, on peut aller acheter ton album. Ça l'aide beaucoup pour que tu puisses justement rentabiliser, puis que tu puisses vivre, puis que tu puisses continuer à créer de magnifiques chansons. Au cours des prochains mois, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Bonne question. Dans les prochains mois, ben en fait, c'est intéressant parce que d'habitude, c'est pas comme ça que ça se passe pour moi. Généralement, quand je suis comme en post-sortie d'album, je me sens quand même... je me sens quand même vidée, là, dans le sens où, comme, tu sais, genre, sortir un album, c'est un immense effort. Mais ce que je trouve vraiment hot cette fois-ci, c'est que je me sens extrêmement créative. Fait que je suis vraiment en mode écriture de ces temps-ci. Je fais pas mal de co-écriture aussi. J'écris, puis je compose avec d'autres artistes. Fait que je suis en train de faire énormément de co-création en ce moment. Puis j'espère que ça va continuer pendant l'automne. Puis sinon, je continue à booker pour l'hiver 2025-2026, printemps 2026. Fait qu'il devrait avoir des dates annoncées sous peu. Fait qu'on regarde sur ton site web pour pouvoir savoir où qu'on peut aller te voir en spectacle. Est-ce que ça va être qu'à Montréal ou tu prévois peut-être te déplacer en Ontario, à Winnipeg? Toutes ces réponses. Toutes ces réponses, donc assez vastues. Ben, Claire Morrison, un grand merci d'être venue aujourd'hui. Merci beaucoup. Pour pouvoir suivre sa carrière artistique, vous trouverez toutes les informations dans la description du balado. Je suis Maude Ravenel, merci d'avoir écouté Pamplemousse sucré et au plaisir de vous revoir dans le prochain épisode.